Au mariage de ma sœur, j'ai surpris ma mère et mes nièces en train d'humilier ma fille de 10 ans. Comme ton père, tu es très doué pour ramasser les ordures, lui ont-elles dit. Alors je leur ai coupé tout l'argent, j'ai vendu leur manoir et j'ai découvert un secret de famille qui les ruinerait pour toujours. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée, où que vous soyez. J'aimerais beaucoup que vous partagiez en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez, et quelle heure il est chez vous. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une belle journée, remplie de paix, cette paix qui m'a coûté si cher à trouver. Je m'appelle Sophia, j'ai 48 ans, et l'histoire que je vais vous raconter a changé ma vie pour toujours. Au mariage de ma propre sœur, j'ai trouvé ma fille à genoux, en train de nettoyer le sol pendant que ma famille riait. Ce qu'elles ont fait a déclenché une tempête qu'elles n'ont même pas vu venir. Avant de vous raconter comment j'ai déterré le secret qui les a détruites et le dénouement que personne n'attendait, j'aimerais que vous me disiez en commentaire d'où vous m'écoutez. Ça me fait du bien de savoir que vous êtes là. Maintenant, commençons. En tant que chirurgienne cardiovasculaire, j'ai passé ma vie d'adulte à réparer des cœurs brisés. J'ai tenu entre mes mains le muscle vital d'inconnu. J'ai suturé des artères et remplacé des valves avec une précision presque robotique. J'ai appris que pour sauver une vie, il faut parfois couper profondément, retirer le tissu malade sans hésiter. Ce que je ne savais pas jusqu'à cette nuit-là, c'est que la même logique implacable allait s'appliquer pour retirer la tumeur qu'était ma propre famille. Le mariage de ma petite sœur, Camila, se déroulait dans le cloître de Sor Juana, dans le centre historique de Mexico. Le choix du lieu était une ironie cruelle, un espace dédié au savoir et à la poésie, désormais profané par la célébration de la vanité et de l'ignorance la plus totale. L'air sentait un mélange écrasant de lys blanc, de tubéreuses importées et l'odeur métallique de l'argent. Mon argent, pour être précise. Chaque arrangement floral monumental qui décorait les arches de pierre, chaque note du quatuor à cordes qui jouait Vivaldi à l'entrée, chaque bouteille de champagne français débouchée, était un rappel du pacte silencieux que j'avais fait des années plus tôt avec mon père sur son lit de mort. Prends soin d'elles, Sophia. Elles ne sont pas fortes comme toi. Leur confort en échange de ma paix. C'était l'accord. Ou du moins, c'est ce que je me disais pour justifier pourquoi, à presque 50 ans, respecté dans mon métier, je continuais à payer les caprices d'une famille qui me méprisait. Je tenais un verre d'eau minérale, mon armure dans ce genre d'événement. En le tenant, j'essayais de me fondre dans le décor, observant le défilé de la haute société mexicaine. Ma mère, Consuelo, à 70 ans, était une sculpture de glace habillée en Carolina Herrera. Son sourire était parfait, répété devant le miroir pendant des décennies, mais il n'atteignait jamais ses yeux. Ses yeux sombres balayaient la salle avec la précision d'un faucon, évaluant la valeur de chaque invité, calculant qui était utile et qui ne l'était pas. Et puis il y avait Regina, ma sœur aînée, l'héritière spirituelle de ma mère. Elle glissait entre les groupes d'invités dans une robe rouge sang qui criait « Regardez-moi ». Son rire ressemblait au tintement de verre brisé, toujours un peu trop fort, toujours au bord de l'hystérie. Regina, qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, qui vivait des apparences et de mon compte bancaire, se comportait comme si le monde lui appartenait. Une heure passa. Une heure de sourire faux qui me crispait les muscles du visage et de conversations si superficielles que j'avais l'impression que mes neurones se suicidaient un par un. Tu as vu les chaussures d'un tel? Tu sais que le fils de machin a divorcé? Du bruit. Rien que du bruit. C'est alors que mon radar de mer s'est activé. Cet instinct primaire qui ne se repose jamais a commencé à émettre une alarme aiguë et persistante au fond de mon esprit. Je n'avais pas vu ma fille Valentina depuis trop longtemps. À 10 ans, Valentina était une âme sensible, observatrice, piégée dans ce champ de mine sociale. Elle détestait ces événements autant que moi, mais elle avait insisté pour venir parce qu'elle voulait voir tante Camila habillée en princesse. L'innocence des enfants brise parfois le cœur. J'ai commencé à la chercher du regard. Rien. Tu as vu Valentina? Ai-je demandé à une cousine éloignée qui passait avec un plateau de canapé. Je crois qu'elle est allée vers les toilettes de Lelé, m'a-t-elle répondu sans quitter son téléphone des yeux. Les toilettes de Lelé étaient les plus luxueuses, réservées à la famille et aux invités VIP. Je me suis dirigé vers là-bas, mes talons résonnant sur le couloir de pierre ancienne. À mesure que j'approchais, le bruit de la fête s'estompa, remplacé par un silence inquiétant. Puis j'ai entendu des rires. Mais ce n'étaient pas des rires de joie. C'étaient ces rires cruels,
moqueur, qui te glace le sang. Des rires que je connaissais trop bien depuis ma propre enfance. J'ai accéléré le pas. Mon cœur, cet organe que je connais aussi sur le plan médical, a raté un battement, puis s'est mis à frapper contre mes côtes comme un tambour de guerre annonçant le désastre. J'ai poussé la lourde porte en bois sculpté des toilettes et le monde, mon monde, s'est arrêté. La scène que j'ai trouvée ne me quittera jamais. C'était un tableau grotesque, éclairé par des lumières chaudes de designer. Le sol impeccable en marbre blanc, qui brillait encore quelques heures plus tôt, était souillé par un mélange immonde et collant de vomi, de gâteaux au chocolat écrasé et de soda sombre renversé. L'odeur était acide, écœurante. Et au centre de cette saleté, à genoux, se trouvait ma Valentina. Elle utilisait son propre pull de fête, un vêtement en cachemire couleur lavande que je lui avais offert pour son anniversaire et qu'elle adorait, pour essayer de nettoyer le sol. Ses petites mains tremblaient, trempées dans ce mélange répugnant. Elle pleurait en silence, ses sanglots qui font encore plus mal parce qu'il reste coincé à l'intérieur, secouant ses petites épaules. Debout, autour d'elle comme des vautours, se tenaient mes nièces, les filles adolescentes de Regina, téléphone à la main, filmant, riant, se bouchant le nez avec des gestes exagérés de dégoût. Et présidant l'exécution, il y avait Regina. Ma sœur aînée se tenait là, les bras croisés, regardant vers le bas avec une expression de mépris absolu. Il n'y avait pas la moindre trace d'inquiétude de tante sur son visage, seulement la satisfaction sadique de quelqu'un qui exerce son pouvoir sur plus faible que lui. À côté d'elle, ma mère, Consuelo, observait la scène appuyée contre le lavabo en marbre, retouchant son rouge à lèvres devant le miroir, lançant des regards de côté et souriant légèrement, comme si tout cela était une leçon nécessaire. « Nettoie bien, sale gosse !» cria Regina, sa voix résonnant sur les carreaux. « Et qu'il ne reste pas une seule tache. Regarde le dégoût que tu as fait. » Valentina leva son petit visage rouge de honte et de larmes. « Tata, ce n'est pas moi. On m'a poussé. » balbutia ma fille. « Ne mens pas !» la coupa Regina en faisant un pas menaçant vers elle. « Tu es maladroite, tu es inutile. » Et puis elle lâcha la phrase. La phrase qui coupa le dernier fil de ma patience. Le dernier lien qui me rattachait à cette famille malade. « Comme ton père !» cracha Regina avec un pur venin. « Tu es très doué pour ramasser les ordures. La saleté, ça vient naturellement chez ton père. C'est ton héritage. » Ma mère lâcha un petit rire sec. « Le plus vite, la gamine. On ne veut pas que les invités voient ton désastre. » L'insulte à la mémoire de Ricardo, mon mari bien-aimé décédé, l'homme le plus droit et le plus bon que j'ai jamais connu, fut le choc électrique qui redémarra tout mon système. Ricardo, qui avait consacré sa vie à sauver des gens dans des zones de conflit, traité d'ordure par une femme incapable de faire autre chose que dépenser l'argent des autres. Mais ce choc ne m'a pas relancé avec de la douleur ou de la tristesse. Il m'a relancé avec un froid polaire. Avec une clarté absolue et terrifiante. À cet instant précis, j'ai cessé d'être la sœur conciliante, la fille obéissante, le distributeur automatique de la famille Fuentes. Je suis devenue la chirurgienne. J'avais identifié le cancer. Un mal qui métastasait dans ma vie depuis des années, consommant mon énergie, mon argent et mon estime de moi. Et maintenant, ils attaquaient ma fille. Je suis entré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scandale. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de crier. Je suis allé droit au centre des toilettes. Mes pas étaient fermes. Je suis arrivé devant mes nièces qui, en me voyant, ont baissé leur téléphone, effrayés. Je leur ai arraché les portables des mains d'un geste sec et je les ai laissés tomber sur le plan du lavabo avec un bruit sourd. « protesta l'une d'elles. « Dehors, ai-je dit. » Ma voix sonnait étrange, grave, basse, comme le grognement d'un animal acculé qui a décidé d'attaquer. Les filles ont regardé leur mère, mais quelque chose dans mon visage les a terrorisées. Elles ont fui en courant hors des toilettes. Regina se retourna, surprise, mais retrouva son arrogance en une seconde. « Ah, Sophia, parfait que tu arrives. Ta fille a tout sali. Elle a vomi tout le gâteau et... » Tais-toi, l'ai-je coupé. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Je me suis accroupi à côté de Valentina. L'odeur du vomi était forte, mais je m'en fichais. Je l'ai serrée contre moi, tachant ma robe de soie avec la saleté de ses mains. « Maman » sanglota-t-elle en s'agrippant à mon cou. Je ne voulais pas.
Elles m'ont donné une boisson bizarre et je me suis senti mal, puis elles m'ont poussé. Je sais, mon amour, je sais, lui ai-je murmuré en embrassant ses cheveux humides. On s'en va. Je l'ai soulevée dans mes bras, même si elle était déjà grande pour ça. Elle a enfoui son visage dans mon épaule. Je me suis relevé et je me suis tourné vers les deux femmes qui partageaient mon sang. Regina me regardait avec défi, les mains sur les hanches. Ma mère continuait à se regarder dans le miroir, feignant l'indifférence, mais j'ai vu sa main se crisper sur son sac. J'ai regardé Regina dans les yeux. Des yeux identiques aux miens, mais vides d'empathie. Tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie, Regina, lui ai-je dit. Ma voix était calme. Clinique. Elle a éclaté d'un rire nerveux. Oh, s'il te plaît, Sophia. Toujours aussi dramatique. Toujours si intense, comme ce bon à rien de ton mari. On lui apprend juste les bonnes manières. Si elle doit être inutile, qu'au moins elle sache nettoyer. Ma mère acquiesça depuis le miroir. Ne fais pas de scène, Sophia. C'est le mariage de ta sœur. Comporte-toi correctement. Je les ai regardés une dernière fois. J'ai gravé cette image dans mon esprit, leur visage déformé par l'arrogance, la cruauté, l'absence totale d'humanité. Je voulais m'en souvenir, parce qu'une fois que j'en aurais fini avec elle, il ne resterait rien de cette arrogance. Profitez bien de la fête, ai-je dit doucement. Parce que c'est la dernière que je paie. Je suis sorti des toilettes avec Valentina dans les bras, ignorant les cris indignés de Regina derrière moi. J'ai traversé la salle de réception comme un fantôme. Un fantôme vengeur. La musique continuait de jouer. Les gens continuaient de boire mon champagne, de rire, de danser sur l'argent que j'avais gagné en sueur dans des blocs opératoires pendant des gardes de 36 heures. Personne ne m'a arrêté. Peut-être ont-ils senti l'énergie sombre qui émanait de moi. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit de Mexico, j'ai installé ma fille dans la voiture et j'ai fermé la portière. Le silence à l'intérieur du véhicule fut le premier baume. En m'éloignant de cet endroit maudit, j'ai regardé dans le rétroviseur. Les lumières du cloître semblaient magnifiques au loin, mais moi, je ne voyais pas des lumières. Je voyais un objectif. La chirurgie avait commencé. Et cette fois, je n'allais pas sauver le patient. J'allais faire une autopsie. Le trajet jusqu'à la maison fut lourd. Valentina s'endormit sur la banquette arrière, épuisée d'avoir pleuré, toujours avec son pull taché. Chaque fois que la voiture passait sur un nid de poule et qu'elle gémissait dans son sommeil, je sentais une aiguille se planter dans ma conscience. Comment avais-je pu laisser cela arriver? Comment avais-je pu être aussi aveugle? La réponse était douloureuse, faite de culpabilité. La culpabilité que ma mère m'avait injectée depuis l'enfance pour être différente, pour être égoïste, pour vouloir étudier au lieu de me marier jeune. La culpabilité d'avoir réussi là où mon père avait échoué. La culpabilité d'avoir survécu. Nous arrivâmes à mon appartement à Loma de Chapultepec. Je portai Valentina jusqu'à son lit. Je lui retirai ses vêtements sales avec la délicatesse de quelqu'un qui enlève un pansement sur une plaie ouverte. Je la nettoyai avec des lingettes humides et lui mis son pyjama préféré. Maman va tout arranger, lui promis-je en embrassant son front. Plus personne ne te fera jamais de mal. Je sortis de sa chambre et allai directement dans mon bureau. Je n'allumai pas la lumière principale, seulement la lampe de bureau. Je me servis un verre de whisky, chose que je faisais rarement, et je m'assis devant mon ordinateur. L'alcool me brûla la gorge, mais il m'apporta la clarté dont j'avais besoin. Il était temps de regarder les chiffres. J'ouvris le dossier intitulé « Famille ». Pendant des années, j'avais tenu un registre méticuleux. Pas parce que je prévoyais de me venger, mais parce que je suis scientifique. J'aime les données, et les données ne mentent pas. Les cartes de crédit de Camilla, l'hypothèque de la maison de Regina, la cotisation du club de golf, les voyages, santé, de ma mère en Europe, les dettes de jeu de mon beau-frère Mauricio. Tout sortait de mon compte. J'étais leur oxygène. Et elle venait d'essayer d'asphyxier ma fille. Il était temps de fermer la valve. Je pris mon téléphone. Il était 23 heures, mais je savais qu'Isabelle répondrait. Isabelle Reyes n'était pas seulement mon avocate, c'était ma meilleure amie. La seule qui avait été à mes côtés à l'enterrement de Ricardo, pendant que ma famille se préoccupait davantage du menu de la veillée funèbre. Sophia, répondit-elle, immédiatement en alerte. Il s'est passé quelque chose? Tu vas bien?
Active le protocole terre brûlée, Isabelle. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Isabelle connaissait ce terme. Nous l'avions inventé à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement, des années plus tôt, une nuit d'ivresse après que ma mère m'eût fait pleurer à Noël. « Mais tu es sûr ?» demanda-t-elle. Je pouvais entendre le sourire de prédatrice dans sa voix. « Mais tu sais qu'une fois qu'on commence, il n'y a pas de retour en arrière. » Regina a forcé Valentina à nettoyer du vomi à genoux. Elle lui a dit qu'elle était une ordure, comme son père. J'entendis le bruit d'Isabelle posant violemment son verre sur la table. « Demain matin, je coupe tout. Considère ces salopes à la rue. » « Non », l'a corrigé-je en regardant l'écran de mon ordinateur où brillaient les virements automatiques. « Pas demain. Maintenant. Je veux qu'elles se réveillent dans un nouveau monde. Un monde où elles doivent payer leur propre existence. Nous avons commencé par Camilla. La mariée. La princesse de porcelaine. Je savais qu'elle et son nouveau mari partaient le lendemain matin en lune de miel à Dubaï. Un voyage que, bien sûr, j'avais offert comme cadeau de grande sœur. Je me connectais à la banque en ligne. J'annulais les cartes supplémentaires. Je ne les suspendis pas, je les déclarais volées. Je fermais les comptes associés. Puis j'appelais l'agence de voyage avec mon code client VIP. J'annulais les vols et les réservations d'hôtels. Urgence familiale, dis-je. Le remboursement irait sur mon compte. J'imaginais la scène à l'aéroport. Camilla avec ses valises Louis Vuitton, que j'avais payées, essayant de s'enregistrer. L'employé tapant sur son clavier, fronçant les sourcils. « Désolé madame, votre réservation a été annulée. » La panique. Les cris. La honte publique. « Profite bien de ta lune de miel à Xochimilco, petite sœur, murmurai-je. Ensuite, Regina. Regina vivait pour le statut. Sa vie tournait autour de deux choses, le club de golf et les dîners de charité où elle faisait semblant d'avoir de l'argent. Je rédigeais un email au docteur Aneya. Le président du club de golf. Je le connaissais bien. J'avais opéré le cœur de sa femme l'année précédente. Cher docteur Aneya. Je regrette de vous informer qu'en raison d'une restructuration urgente de mes finances personnelles, je retire avec effet immédiat ma garantie financière concernant l'adhésion de Madame Regina Fuentes et de sa famille. Toute dépense effectuée à partir de cet instant ne sera plus couverte par moi. Je vous suggère de prendre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts du club. Envoyé. Je savais exactement ce qui allait se passer. Le club avait une politique de tolérance zéro. Regina avait l'habitude d'y aller le dimanche pour déjeuner avec ses amis snobs et critiquer tout le monde. Le dimanche suivant, quand elle tenterait de signer l'addition pour ses mimosas et ses œufs bénédictines, le système refuserait le paiement. Le gérant, un homme qu'elle avait toujours traité comme une ordure, aurait le plaisir de lui demander de quitter les lieux devant tout le monde. Enfin, ma mère. Consuelo recevait une pension mensuelle que je lui versais. Une somme généreuse qui lui permettait de maintenir son train de vie dans son appartement de Polanco et de faire semblant d'être encore une grande dame. J'entrais dans les virements programmés. Supprimés. Puis je changeais les serrures numériques de ma maison de campagne à Val de Bravo, où elle comptait se reposer après le mariage. Accès bloqué. Je travaillais pendant 3 heures. Méthodique. Froide. Efficace. Quand j'eus terminé, le soleil commençait à se lever sur Mexico, teintant le ciel d'un gris plombé. J'étais épuisé, mais étrangement légère. Comme si je m'étais enfin débarrassé d'un manteau de plomb que je portais depuis 40 ans. À 9 heures du matin, mon téléphone commença à sonner. La première à appeler fut Camilla. « Sophia, qu'est-ce qui se passe bon sang ? Nous sommes à l'aéroport et ils disent qu'il n'y a pas de billets. » Je me ridiculise complètement, criait-elle, hystérique. Je répondis avec un calme qui la désarma. « Bonjour, Camilla. Quel dommage. Il semble qu'il y ait eu un problème de financement. Mais règle ça. Appelle la banque. Fais quelque chose. C'est ma lune de miel. » Je ne peux pas, Camilla. Tu vois, la banque, c'est moi. Et la banque vient de fermer. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es devenue folle. Ça s'appelle travailler, Camilla. C'est un concept fascinant. Cherche-le sur Google. Peut-être que toi et ton mari pourrez trouver un emploi et payer vos propres voyages. Je raccrochai.
Une demi-heure plus tard, Regina appela. Son appel était différent. Il n'y avait pas d'hystérie. Il n'y avait que du venin pur. Tu joues à un jeu très dangereux, petite sœur, siffla-t-elle. Ce n'est pas un jeu, Regina. C'est fini. Je ne suis plus ton distributeur automatique. Je ne suis plus ton paillasson. Tu m'as humilié au club. Le gérant m'a fait sortir escorté devant Marisa et Pia. Ils m'ont traité comme une criminelle. Ils t'ont traité comme quelqu'un qui ne peut pas payer ses factures. C'est exactement ce que tu es. Tu vas le regretter. Maman est furieuse. Elle dit que tu es une ingrate. Une rancunière. Elle dit à maman de se préparer, parce que la maison dans laquelle elle vit est à mon nom. Et je viens de la mettre en vente. Elle a 30 jours. Le silence de l'autre côté de la ligne fut total. Tu n'oserais pas. Murmura Regina. Et pour la première fois, j'entendis une vraie peur dans sa voix. C'est notre mère. Elle a cessé d'être ma mère le moment où elle souriait pendant que tu humiliais ma fille. Maintenant, ce n'est plus qu'une locataire. Et toi, tu n'es plus qu'un mauvais souvenir. Je raccrochai et j'éteignis le téléphone. Je me dirigeai vers la cuisine et me préparai un café. Valentina entra en se frottant les yeux, encore à moitié endormie. Maman, qui criait au téléphone? Je la serrai fort contre moi. Personne d'important, mon amour. Juste du bruit. On peut faire des pancakes? Oui, avec beaucoup de miel. Avec beaucoup de miel. Pendant que je mélangeais la farine, je compris que la guerre ne faisait que commencer. Elles n'allaient pas abandonner si facilement. Elles allaient contre-attaquer. Et leur arme préférée avait toujours été le mensonge. La réaction ne tarda pas. Comme je l'avais prévu, incapables de m'attaquer financièrement, parce que sans mon argent elles n'avaient même pas de quoi payer de bons avocats, elles eurent recours à la seule chose qu'il leur restait, la boue. L'opinion publique. Dans le microcosme de la haute société mexicaine, la réputation vaut plus que l'argent. Et ma famille décida de détruire la mienne. Le lundi matin, en arrivant à l'hôpital, je remarquai les regards. Des infirmières qui chuchotaient et se taisaient quand je passais. Des collègues qui détournaient les yeux. Une de mes internes, une jeune femme brillante appelée Mariana, s'approcha de moi avec prudence. « Docteur Fuentes, excusez-moi. Je ne sais pas si je devrais vous dire ça, mais il y a des rumeurs. » Dis-les-moi, Mariana. Sans anesthésie. On dit que vous avez eu un effondrement nerveux. Que la mort de votre mari vous a affecté tardivement. Que vous êtes instable. Que vous attaquez votre famille par jalousie et paranoïa. Ils disent même que vous avez des hallucinations à cause de la ménopause. Je souris. C'était le scénario de Regina. Classique. Discréditer une femme qui réussit en la traitant de folle ou d'hormonale. C'était tellement prévisible que ça en devenait lassant. Merci, Mariana. Retourne travailler. Les ragots ne sauvent pas des vies. Mais à l'intérieur, je bouillonnais. Je me fichais de ce que pensaient les inconnus. Mais je savais que si cela prenait de l'ampleur, cela pouvait affecter ma carrière médicale. Je devais être intelligente. Cet après-midi-là, la sonnette de ma maison retentit. En ouvrant la porte, je me retrouvai face au père Ignacio. Le prêtre de notre paroisse depuis toujours. L'homme qui m'avait baptisé, qui avait marié mes sœurs, qui avait enterré mon père. Un homme bon, mais terriblement naïf. De ceux qui croient que la famille est sacrée, quoi qu'il arrive. Il portait sa soutane noire et une expression de profonde inquiétude. « Ma fille, dit-il en tendant les mains. Pouvons-nous parler ?» Je le laissai entrer. Je lui offris un café au salon. Il s'assit au bord du canapé, mal à l'aise. « Sophia, je viens de parler avec ta mère et Regina. Elles sont dévastées. »« Et j'imagine, répondis-je sèchement en buvant une gorgée. Elles m'ont raconté des choses terribles. Elles disent que tu les as mises à la rue, que tu leur as coupé les vivres. Ta mère pleure sans consolation. Elle dit qu'elle ne te reconnaît plus. Regina dit que tu es confuse, que la douleur a endurci ton cœur. » Il soupira, me regardant avec cette pitié paternaliste qui m'irritait tant. « Ma fille, l'argent va et vient, mais le sang? Le sang est pour toujours. Jésus nous a enseigné le pardon.
Tu ne peux pas punir ta famille pour un malentendu. Elle t'aime. Je posai ma tasse sur la table avec un bruit sec. Père, croyez-vous au 8e commandement? Il cligna des yeux, surpris. Mais tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne mentiras pas. Bien sûr. Bien. Parce que dans cette maison, on ne ment pas. Et on n'utilise pas non plus les soutanes pour couvrir des abus. Je me levai et me dirigeai vers mon bureau. J'en sortis 3 dossiers que j'avais préparés la veille, en prévision de cette visite. Je les posai sur la table en verre devant lui. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « La vérité, mon père. La vérité documentée. Pas de larmes de crocodile. Pas d'histoire manipulée. Des faits. » J'ouvris le premier dossier. « Ceci, » dis-je en montrant les relevés bancaires surlignés en jaune. Ce sont les dépenses de ma mère et de Regina au cours de l'année passée. Pendant qu'elle vous disait que je les avais abandonnés, Regina a dépensé 200 000 pesos en sacs et chaussures en un seul mois. Ma mère a dépensé un demi-million en voyage. Tout payé par moi. Est-ce que cela vous semble être le comportement de victimes sans ressources? Le père Ignacio fixa les chiffres. Ses yeux s'écarquillèrent. Il ajusta ses lunettes, incrédule. J'ouvris le deuxième dossier. Ceci est le registre de mes virements. Ces 5 dernières années, j'ai injecté plus de 10 millions de pesos dans cette famille. J'ai payé leur maison, leur voiture, leur mariage, leur divorce. J'ai été leur banque. Et en échange, je n'ai reçu que du mépris. Mais Sofia, l'argent ne justifie pas la rancœur, tenta-t-il d'argumenter, même si sa voix tremblait déjà. Vous avez raison. L'argent n'est pas l'essentiel. Ceci l'est. J'ouvris le troisième dossier. C'était le plus mince, mais le plus lourd. Il contenait le rapport de la psychologue pour enfants de Valentina, daté de 6 mois, et une clé USB. Valentina suit une thérapie pour anxiété, père. Elle fait des cauchemars. Elle mouille son lit quand elle sait qu'elle doit voir sa tante Regina. Je lui lus l'extrait. La patiente présente des signes clairs d'abus émotionnels systématiques de la part de figures familiales élargies. Elle décrit des épisodes d'humiliation publique, des comparaisons dégradantes avec son père décédé et des menaces voilées. Le prêtre devint pâle. Et si cela ne suffisait pas, dis-je en sortant mon téléphone. Écoutez ceci. Je lançai l'enregistrement audio que j'avais récupéré depuis le cloud du téléphone de ma nièce. Oui, j'avais piraté le compte de la fille de Regina. Et non, je ne le regrettais pas. La voix de Regina remplit le salon, nette et cruelle. Nettoie, sale gosse. La saleté, comme ton père, ça vient naturellement. Puis le rire de ma mère. Le silence qui suivit fut funèbre. Le père Ignacio porta une main à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes. Il regarda la croix autour de son cou comme s'il cherchait des réponses, et n'en trouvait aucune. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il. « À une enfant, de leur propre sang. » Il se leva lentement. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. « Elles m'ont menti, dit-il, et sa voix avait une colère sacrée que je ne lui avais jamais entendue. Elles m'ont regardé dans les yeux, dans la maison de Dieu, et elles m'ont menti. Elles ont utilisé ma foi pour essayer de te manipuler. C'est exact, mon père. Alors dites-moi, que dois-je faire? Pardonner et tendre l'autre joue pour qu'elle continue à frapper ma fille? Ou protéger l'innocente? Le prêtre me regarda. Il n'y avait plus de pitié dans son regard, seulement un profond respect et une tristesse immense. La justice est aussi une vertu divine, Sofia. Et protéger les faibles est un devoir. Il me prit les mains. Je ne te demanderai pas de pardonner. Cela t'appartient, et à Dieu, et cela prendra du temps. Je te demande seulement d'agir avec justice. Fais ce que tu dois faire pour protéger cet enfant. Et pardonne-moi d'avoir été si aveugle. Quand il partit, je sus que j'avais gagné une bataille cruciale. Regina et Consuelo avaient perdu leur bouclier moral. Le père Ignacio ne serait plus jamais leur messager. Son silence à leur égard serait plus condamnable que n'importe quel sermon. Mais je savais que cela les rendrait encore plus dangereuses. Un rat acculé mort. Et elles avaient des dents. Je devais leur couper les griffes. Avec le front religieux neutralisé, il était temps de s'attaquer aux complices professionnels. Ma famille n'agissait pas seule. Elles avaient des facilitateurs.
Des gens qui, contre une part du gâteau, les aidaient à maintenir leurs mensonges. Le premier sur la liste était Maître Germain Robles. Robles avait été l'avocat de mon père et, par inertie, était resté l'avocat de la famille. Je payais ses honoraires, mais je soupçonnais depuis longtemps que sa loyauté allait à celui qui lui donnait le plus de ragots ou lui promettait des pourcentages sur des affaires douteuses. Isabelle, ma vraie avocate, avait fait une enquête rapide. Sophia, ce type est un bijou, me dit-elle au téléphone. Il joue sur 2 tableaux. Il te facture pour gérer le patrimoine familial, mais il a des appels quotidiens avec Regina. Il les conseille sur la manière de contester le testament de ton père, des années après sa clôture, en affirmant que tu as manipulé les actifs. Je veux sa tête, dis-je. Tu l'auras. Mais utilisons-le d'abord. Nous avons élaboré un plan. Je serai l'actrice. Je convoquai Robles dans mon bureau à l'hôpital. Je le fis attendre 40 minutes pour le rendre nerveux. Quand je le fis enfin entrer, je m'assurai d'avoir l'air d'un désastre, sans maquillage, des cernes faciles à simuler après une garde, les mains légèrement tremblantes. Maître, merci d'être venu, dis-je d'une voix brisée. Je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression de perdre la raison. Les yeux de Robles brillèrent de cupidité. Il vit de la faiblesse. Il vit une opportunité. Calme-toi, Sophia. Que se passe-t-il? Tu sais que je suis là pour t'aider. C'est la pression. Ma famille. Peut-être qu'elles ont raison. Peut-être que j'ai été trop dur. Je pense à, je ne sais pas, leur céder la maison de Loma pour calmer les choses. J'ai besoin de paix. Je fis une pause. Mais ne le dites à personne, s'il vous plaît. Je ne suis pas encore sûr. Robles se lécha presque les lèvres. C'est une décision noble, Sophia. Très chrétienne. Je pense que ça arrangera tout. Laissez-moi préparer les documents. Et ne vous inquiétez pas, je serai une tombe. Merci, Germain. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Il sortit presque en courant de mon bureau. 10 minutes plus tard, le système de surveillance qu'Isabelle avait installé sur son téléphone, juridiquement discutable mais moralement nécessaire, nous alerta. Robles appelait Regina. Bon là, Regina, disait-il, euphorique. La docteure est en train de craquer. Elle va céder la maison. Continuez à faire pression. Dites-lui que vous allez la poursuivre pour incapacité mentale. Ça la brisera définitivement. Attaquez maintenant. Isabelle et moi avons écouté l'enregistrement et trinqué avec un café froid. Parfait, dit Isabelle. Maintenant, on connaît leur prochain coup. Elles vont essayer de te faire passer pour folle. Et nous avons la preuve que leur propre avocat complote contre sa cliente. C'est une radiation immédiate et de la prison. Attends, dis-je. Il manque encore l'autre rat. Mon oncle Fernando. Fernando, le frère cadet de mon père. L'oncle sympathique qui demandait toujours de l'argent pour des affaires qui n'existaient jamais. Avec le robinet de mon argent fermé, Fernando était désespéré. Regina et ma mère devaient lui mettre la pression pour qu'il fasse quelque chose. Et il le fit. Il tomba dans le piège le plus vieux du monde. 2 jours plus tard, ma banque me signala une tentative de mouvement inhabituel. Quelqu'un essayait d'exécuter une procuration ancienne datant de 15 ans, lorsque mon père était dans le coma et que j'avais donné à Fernando des pouvoirs temporaires pour payer les salaires de l'entreprise. Cette procuration avait été légalement révoquée depuis des années. Mais Fernando, dans sa stupidité et son désespoir, pensa que la banque ne s'en rendrait pas compte ou qu'il pourrait soudoyer un employé. Il tenta de retirer 5 millions de pesos de mon compte d'investissement. Isabelle l'attendait à l'agence. J'aurais adoré voir son visage. Selon Isabelle, quand Fernando arriva au guichet, en sueur, regardant partout, le directeur l'invita à passer dans un bureau privé. Fernando entra en pensant qu'on allait lui remettre l'argent. À la place, il trouva Isabelle Reyes. Et 2 agents de la police judiciaire. Monsieur Fernando Fuentes, dit Isabelle en posant des menottes sur la table. Aujourd'hui, nous avons 2 options. Option A, vous sortez d'ici avec ces messieurs directement vers la prison. Fraude bancaire, usage de faux documents et tentative de vol. Entre 8 et 12 ans, sans possibilité de caution. Fernando se mit à pleurer. Il pleura comme un enfant. Non, s'il vous plaît. Ma sœur m'a obligé.
Consuelo a dit que c'était l'argent de la famille. Option B, continua Isabelle, implacable. Elle lui fit glisser un document. C'était une confession complète. Pas seulement de la tentative de fraude du jour, mais de tous les petits vols qu'il avait commis pendant des décennies dans l'entreprise de mon père. Et plus important encore, une déclaration détaillée expliquant comment Consuelo et Regina l'avaient poussé à commettre le crime. Si vous signez, nous ne porterons pas plainte aujourd'hui. Mais ce document sera notre garantie. Si vous, votre sœur ou votre nièce vous approchez à nouveau de Sofia ou de son patrimoine, ceci ira directement au procureur. Et vous irez en prison. C'est clair? Fernando signa. Sa main tremblait tellement qu'il faillit déchirer le papier. Isabelle le laissa partir, mais pas sans ajouter. Ah, et Fernando. Dites à votre sœur que son avocat Robles ne travaille plus pour nous. Et que sa licence est sur le point d'être révoquée. Qu'elle se trouve un autre idiot. Cette nuit-là, quand Isabelle me remit la confession signée de Fernando et l'enregistrement de Robles, je sentis la balance pencher. Nous leur avions retiré leurs armes légales et financières. Elles étaient seules. Sans argent. Sans avocat. Et avec un membre de leur propre camp qui les avait trahis pour sauver sa peau. Mais il manquait encore la pièce clé. L'origine de toute cette haine. Pourquoi? Pourquoi ma mère me haïssait elle autant? Pourquoi cette obsession de détruire ma fille? La réponse arriva par la personne la plus humble de notre histoire. Javier. Javier avait été le chauffeur de mon père pendant 40 ans. C'était un homme de peu de mots, le visage marqué par le soleil et les mains fortes, taché d'huile et de travail honnête. Il m'avait vu grandir. Il m'avait conduite à l'école, à l'université, et m'avait emmené à l'église le jour de mon mariage avec Ricardo, quand mon propre père était trop malade pour marcher correctement. Javier m'appela le mercredi. Petite Sofia, comme il m'appelait toujours, même si j'étais chef de chirurgie. J'ai besoin de vous voir. C'est urgent. Mais pas chez vous. Dans un endroit où personne ne nous verra. Nous nous sommes donné rendez-vous dans une petite taqueria simple du quartier San Rafael, loin des regards curieux de Polanco. Javier arriva avec une casquette de baseball enfoncée sur la tête et un sac plastique de supermarché à la main. Il avait l'air nerveux, regardant vers la porte chaque fois que quelqu'un entrait. Nous commandâmes des tacos al pastor et 2 sodas. Javier, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? On t'a renvoyé, demandai-je, inquiète que ma mère se soit vengée sur lui. Elles ne peuvent pas me renvoyer, petite. J'ai démissionné hier. Je ne peux plus voir ce qu'elles font. Je n'ai pas l'estomac pour tant de méchanceté. Il prit une gorgée de soda et posa le sac sur la table en formica rouge. Ton père, don Agustin, que Dieu ait son âme. Il savait que ce jour arriverait. De quoi parles-tu? Le patron n'était pas stupide, Sofia. Il voyait comment Madame Consuelo vous traitait. Il voyait la jalousie de Regina. Il en souffrait beaucoup. Mais il aimait sa femme. Ou au moins, il aimait l'idée de garder la famille unie. C'était un homme d'une autre époque. Javier poussa le sac vers moi. Un peu avant de mourir, quand il ne pouvait presque plus parler, il m'a donné ceci. Il m'a dit: Javier, garde-le. Si un jour tu vois que mes lions veulent dévorer mon agneau, donne-le à Sofia. C'est son bouclier. J'ouvris le sac. À l'intérieur, il y avait une vieille boîte en bois verni, qui sentait le cèdre et le tabac. L'odeur de mon père. Rien que ce parfum me remplit les yeux de larmes. Dans la boîte, il y avait un carnet en cuir usé, un journal, et une enveloppe jaune scellée à la cire. Lis-le chez toi, petite. Et pardonne-moi de ne pas te l'avoir donné plus tôt. J'ai eu peur. Mais après ce qu'elles ont fait à la petite Valentina, je n'ai plus peur. J'ai seulement honte d'être resté silencieux si longtemps. Javier se leva. Il me serra l'épaule de sa main calleuse et s'en alla, me laissant seul avec les fantômes de mon père. Cette nuit-là, dans la solitude de mon bureau, j'ouvris la boîte de Pandore. L'écriture de mon père était ferme, anguleuse, inconfondable. Je commençais à lire. Ce n'était pas de simples réflexions. C'étaient des confessions. Je lus sa solitude. Je lus comment il avait compris trop tard qu'il avait épousé une femme qui ne l'aimait pas lui, mais ce qu'il représentait. La sécurité, le statut, un nom respectable. Puis j'arrivai à une entrée datée du 14 février 1975.
3 ans avant ma naissance. Aujourd'hui, j'ai découvert la vérité. Et la vérité m'a brisé les jambes. Consuelo n'est pas celle qu'elle prétend être. J'ai trouvé les lettres. Des lettres d'un homme daté de 1970. Michoacán. Il y a eu un enfant avant de me connaître. Avant d'être la dame parfaite. Consuelo a eu un fils à Pátzcuaro. Un enfant illégitime, né dans le péché selon elle, dans la honte. Pour m'épouser, pour entrer dans cette société hypocrite de Mexico, elle devait être pure. Elle devait être vierge. Alors elle l'a effacée. Elle l'a donnée comme un vieux meuble. Elle l'a abandonnée dans un orphelinat de religieuses. Puis elle est venue à moi avec sa robe blanche et son sourire faux. Mais le passé ne s'efface pas gratuitement. J'ai trouvé les paiements. Depuis des années, elle paie une infirmière nommée Amalia pour qu'elle garde le silence. De l'argent de mon entreprise. De l'argent de mes filles. Je l'ai confrontée. Elle est devenue hystérique. Elle a menacé de se suicider si je disais quoi que ce soit. Elle dit qu'elle l'a fait pour nous, pour notre avenir. Je suis un lâche. Je ne l'ai pas quittée. Je n'ai pas pu détruire la famille. Alors j'ai accepté de payer. J'ai payé pour son silence. J'ai payé pour son péché. Mais mon âme est lourde. Il y a un enfant quelque part qui porte le sang de ma femme. Un frère de mes filles. Et je crains que sa haine envers Sofia vienne de là. Sofia est tout ce qu'elle n'a jamais pu être. Honnête. Brillante. Bonne. Sofia lui rappelle sa propre noirceur chaque fois qu'elle la regarde. C'est pour cela qu'elle l'a punie. Elle l'a punie parce qu'elle est lumière. Je refermai le carnet. Il me manquait de l'air. Ma mère. La femme qui faisait le signe de croix chaque dimanche. Celle qui jugeait tout le monde au nom de la morale. Avait abandonné son premier enfant pour attraper un mari riche. Et mon père. Mon pauvre père avait porté ce secret, payé le chantage, vécu avec une étrangère. J'ouvris l'enveloppe jaune. À l'intérieur, il y avait des copies de chèques adressés à l'infirmière Amalia. Et quelque chose de plus important encore. Une copie floue d'un acte de naissance. Nom, Daniel Roras. Date, 3 novembre 1970. Lieu, Pátzcuaro, Michoacán. Mère, Consuelo Solorzano. Je restais fixé sur ce nom. Daniel. Il existait un frère aîné. Et soudain, tout s'emboîta. La haine irrationnelle de ma mère envers les enfants. Sa froideur. Sa peur obsessionnelle des scandales. Elle vivait terrorisée à l'idée que son château de cartes s'effondre. Eh bien maman, le vent venait juste de commencer à souffler. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai tapé le nom. Daniel Roras. Pátzcuaro. 1970. C'était un nom courant. Ce serait difficile. Puis je me suis souvenu de quelque chose que j'avais lu dans les notes de mon père, écrites en marge du journal. On dit qu'il a été adopté par un couple de médecins américains. Ils l'ont emmené au Texas. J'ai modifié la recherche. Daniel Roras, docteur, Texas. Daniel Armendariz, docteur, Texas. J'ai essayé plusieurs noms de famille courants de la région. Et là, je l'ai vu. Une photo sur le site internet d'un hôpital prestigieux à Houston. Docteur Daniel Armendariz. Chef du service de génétique clinique. J'ai fixé la photo et j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Il avait les yeux de ma mère. Mais il avait le sourire doux que je reconnaissais dans le miroir. C'était lui. Et ce que j'ai lu dans sa biographie professionnelle m'a glacé le sang encore plus que tout le reste. Spécialiste des maladies du tissu conjonctif et des maladies héréditaires rares. Génétique. Mon frère était généticien. Et il y avait autre chose. Une intuition de médecin. Pourquoi un enfant adopté se spécialise-t-il en génétique? Pour chercher des réponses. Pour se chercher lui-même. J'ai décidé de lui écrire. Cette même nuit. Pas comme sœur. Comme collègue. Et comme quelqu'un qui détenait la pièce manquante de son puzzle. Le message était court. Docteur Armendariz. Je pense que nous avons la même mère biologique. Et je pense qu'elle représente un danger pour nous deux. J'ai besoin de vous parler. Je ne savais pas s'il répondrait.
Mais le lendemain matin, mon téléphone sonna. Un numéro des États-Unis. La voix à l'autre bout était chaleureuse, posée, avec un léger accent mêlant le nord du Mexique et l'anglais du Texas. Docteur Fuentes, je suis Daniel. J'ai attendu cet appel toute ma vie. Nous avons parlé pendant 2 heures. C'était irréel. J'ai découvert un homme intelligent, sensible, complètement étranger à la toxicité de ma famille. Il m'a raconté que ses parents adoptifs avaient été merveilleux. Qu'il avait eu une vie heureuse. Mais qu'il avait toujours senti un vide. Puis son ton changea. Il devint professionnel. Sophia, ma recherche n'était pas seulement émotionnelle. Elle était médicale. Que veux-tu dire? Il y a 10 ans, on m'a diagnostiqué un syndrome de Marfan. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Comme cardiologue, je savais parfaitement ce qu'était le syndrome de Marfan. Un trouble génétique du tissu conjonctif. Il touche les yeux, le squelette, et surtout le cœur et les vaisseaux sanguins. L'aorte se dilate. Elle s'affaiblit. Elle peut se rompre à tout moment. Une mort subite. C'est héréditaire, continua Daniel. Autosomique dominant. Ça vient de notre mère biologique. J'ai retracé son historique médical par des enquêteurs privés. Je ne l'ai jamais contactée. Consuelo présente les marqueurs physiques. Elle est grande, elle a de longs doigts, et elle prend des bêta-bloquants depuis des années, n'est-ce pas? Oui. Elle dit que c'est pour des nerfs, murmurai-je, horrifié. Ce ne sont pas des nerfs. Elle le sait, Sophia. Elle sait qu'elle a ce gène. Et elle sait qu'il y a 50% de chances de le transmettre à chaque enfant. Je restais muette. Tu es en train de me dire que Regina, Camilla, moi. Et nos enfants. Nous sommes en danger? Tous, répondit-il. C'est une bombe à retardement. Et elle l'a caché. La colère que je ressentis à cet instant dépassa tout ce que j'avais vécu jusque-là. Ce n'était plus une question d'argent. Ni d'insulte. Ni d'humiliation. C'était une question de vie ou de mort. Ma mère savait qu'elle portait une maladie génétique mortelle. Elle savait que son premier fils l'avait. Et au lieu de nous prévenir, au lieu de nous dire « Faites-vous examiner. Faites des échographies cardiaques. Faites tester vos enfants. » Elle avait préféré se taire pour protéger son secret honteux. Elle avait préféré risquer que ma fille, ou les filles de Regina, meurent brutalement pendant un cours de sport, plutôt que d'admettre qu'elle avait eu un enfant hors mariage. C'était monstrueux. C'était criminel. Daniel, dis-je d'une voix tremblante de rage. J'ai besoin que tu viennes. J'ai besoin de ton aide pour en finir avec tout ça. J'ai une conférence à Mexico la semaine prochaine, répondit-il. Je serai là. Compte sur moi. Il est temps que la vérité sorte. La semaine suivante fut une suite de préparatifs frénétiques. J'ai vendu le manoir familial. Oui, je l'ai vendu. Il était à mon nom. Je l'avais acheté avec mon argent des années plus tôt, quand j'avais sauvé mes parents de la faillite. J'ai utilisé une entreprise de déménagement express. En 48 heures, la maison de Loma, fierté de Consuelo et de Regina, était vide. J'ai fait enlever les tapis persans, les tableaux anciens, les meubles en acajou. Tout est parti aux enchères. Je n'ai laissé qu'une grande table dans la salle à manger et 4 chaises. Rien de plus. L'écho dans la maison vide était fantomatique. Parfait. J'ai convoqué la réunion. Je leur ai envoyé un message par l'intermédiaire d'Isabelle. Vendredi, 10 heures du matin, à la maison. Si vous voulez éviter la prison et la ruine totale, présentez-vous. C'est votre dernière chance. Je savais qu'elle viendrait. La faim et la peur sont de puissants moteurs. Elles arrivèrent à l'heure. Les voir entrer fut pathétique. Regina n'avait plus son arrogance habituelle. Elle avait l'air fatiguée, le maquillage mal appliqué. Camilla ressemblait à un fantôme, pâle, avec des cernes, sans ses vacances de luxe. Ma mère, Consuelo, semblait avoir rapetissé de 10 centimètres. Et pourtant, elle conservait encore cette grimace de mépris. Elles restèrent figées en voyant la maison vide. Leur voix résonnait contre les murs nus. « Qu'est-ce que c'est que ça, Sophia » cria Regina. « Où sont mes affaires, voleuse ?» J'étais assise au bout de la table. À ma droite, Isabelle,
avec son ordinateur ouvert. À ma gauche, debout près de la porte, Ravière, le chauffeur. Quand ma mère vit Ravière, elle pâlit. Là, asseyez-vous, ordonnai-je. Elles obéirent à contre-cœur. Tu nous as fait venir pour nous humilier encore, cracha Camilla. Je vous ai appelé pour vous offrir un choix. Un choix de chirurgienne. Amputation ou mort. Arrête avec tes métaphores stupides, dit Regina. Isabelle, s'il te plaît. Isabelle appuya sur une touche. Un projecteur portable illumina le mur blanc devant elle. Diapositive 1. La photo de Fernando en train de signer sa confession au commissariat. Regina étouffa un cri. L'oncle Fernando a tout avoué, dit Isabelle. La fraude, le vol et la conspiration avec vous pour extorquer Sofia. Nous avons assez de preuves pour vous envoyer toutes les trois à la prison de Santa Marta à Catitla pour association de malfaiteurs. C'est un mensonge, cria ma mère. Fernando est un idiot, il ne sait pas ce qu'il dit. Tais-toi, maman, dis-je calmement. Diapositive 2. Un document ancien. L'acte de naissance de Daniel Roras. Le silence qui tomba dans la pièce fut total. C'était comme si tout l'oxygène avait disparu. Ma mère porta ses mains à son cou, comme si elle étouffait. Ses yeux exorbités se fixèrent sur l'écran. « Tu reconnais ça, maman ?» demandai-je. « Pátzcuaro. 1970. Daniel. »« Non, tu ne peux pas savoir. » balbutia-t-elle. « Je sais tout. Papa m'a laissé son journal. Je sais que tu l'as abandonné. Je sais que tu as payé le silence avec l'argent de papa. Je sais que tu as construit ta vie de femme respectable sur l'abandon d'un bébé. » Regina et Camilla regardaient ma mère avec horreur. Elle ne savait rien. « Maman ?» demanda Regina, la voix brisée. « De quoi elle parle ? Tu as eu un autre enfant ?» Ma mère ne répondit pas. Elle tremblait. « Mais ce n'est pas le pire, continuai-je en me levant. L'abandonner était cruel. Mais ce que tu nous as fait à nous est criminel. » Je fis un signe vers la porte de la cuisine. La porte s'ouvrit. Daniel entra. Grand, élégant, dans un costume gris. Il s'avança jusqu'à la table et se plaça à côté de moi. La ressemblance était évidente. Il avait les yeux de Consuelo. Le nez de Consuelo. Ma mère laissa échapper un gémissement animal. Elle se couvrit le visage avec ses mains. « Bonjour, maman » dit Daniel. Sa voix était calme, mais chargée d'une autorité immense. « Ça fait longtemps. »« Et qui est-il » hurla Camilla, au bord de l'effondrement. « Je suis ton frère, Camilla » répondit Daniel. « Et je suis le médecin qui vient annoncer que ta mère vous a empoisonné par son silence. » Diapositive 3. Un schéma médical. Le cœur humain. Une aorte dilatée. Syndrome de Marfan. « Tu as le gène, maman » dit Daniel en la regardant avec à la fois pitié et dégoût. Je l'ai. Et il y a 50% de chances que Regina et Camilla l'aient aussi. Ainsi que leurs enfants. Regina se leva d'un bond, renversant sa chaise. De quoi tu parles ? Je parle d'une maladie mortelle, répondit Daniel. Une maladie qui fait que ton aorte peut se rompre si elle n'est pas surveillée. Maman le savait. Elle prend des médicaments pour ça, n'est-ce pas ? Mais elle ne vous a jamais rien dit. Elle a préféré que vous viviez avec le risque d'une mort subite plutôt que d'admettre que j'existais. Regina se tourna vers ma mère. Son visage n'était plus qu'un masque de haine pure. C'est vrai, hurla-t-elle. Mes filles peuvent avoir ça. Et tu n'as rien dit pour protéger ta réputation ? Ma mère retira ses mains de son visage. Elle pleurait, mais ce n'étaient pas des larmes de regret. C'étaient des larmes de défaite. Je l'ai fait pour vous, sanglota-t-elle. Pour que vous ayez un nom propre. Tu es un monstre, cracha Regina. Elle se jeta sur elle, mais Isabelle et Ravière la retinrent. Assez, dis-je. Ma voix trancha le chaos net. Assieds-toi, Regina. Elle s'assit, respirant fort, regardant ma mère comme si elle voulait la tuer. Voici la situation, dis-je en faisant glisser un contrat sur la table. Daniel est venu pour vous proposer une aide médicale. C'est l'un des meilleurs généticiens au monde. Il fera les tests sur vous et sur vos enfants. Si vous avez le gène,
il organisera le traitement. Lui a la décence que toi tu n'as jamais eue, maman. Je marquai une pause. Mais moi, j'ai mes conditions. Option A. Vous partez d'ici sans signer. Demain, je rends tout public. L'enfant abandonné. La fraude de Fernando. Les abus sur Valentina. La négligence médicale criminelle. Vous allez en prison. Et votre nom deviendra synonyme de honte dans tout le Mexique. Je l'ai regardé une à une. Option B. Vous signez. Ceci est une renonciation totale. Vous renoncez à tout droit sur moi, sur mon argent et sur Valentina. Vous acceptez une interdiction de contact définitive. Vous ne vous approcherez plus jamais de nous. Vous quittez cette ville, ou au minimum, vous disparaissez de nos vies. En échange, je paie les traitements médicaux des enfants si nécessaire. Je ne porte pas plainte pénalement. Et je garde le secret de l'enfant abandonné. Je vous laisse juste assez de dignité pour ramper dans l'ombre. Je regardais leur visage. Brisé. Détruit. Vous avez une minute pour décider. Regina fut la première. Elle me regarda avec haine, mais prit le stylo. J'espère que tu pourrirais dans ton argent, Sophia. Signe, Regina. Elle signa. Camila signa en pleurant. Enfin, ma mère. Consuelo prit le stylo d'une main tremblante. Elle me regarda une dernière fois, cherchant de la pitié. Elle n'en trouva aucune. Seulement la chirurgienne qui venait d'arracher la tumeur. Elle signa. Parfait, dis-je. Cette maison n'est plus à vous. Vous avez 30 minutes pour récupérer ce qui reste dans le garage. Ravière vous accompagnera à la sortie. Elles se levèrent et sortirent lentement, voûtées. Elles n'étaient plus les lionnes de la société. Elles n'étaient plus que trois ombres pathétiques. Quand la porte se referma derrière elles, le silence revint dans la maison. Mais cette fois, ce n'était pas un silence lourd. C'était un silence propre. Daniel posa une main sur mon épaule. Isabelle ferma son ordinateur avec un soupir de satisfaction. C'est fini, Sophia, dit Isabelle. Je ne répondis pas. Pour la première fois depuis des années, je sentais que je pouvais respirer profondément. Ça ne fait que commencer. Quand la porte se referma derrière ma mère et mes sœurs, il n'y eut ni feu d'artifice ni musique de victoire. Il n'y eut qu'un silence profond, dense, comme celui qui reste dans une salle d'opération après une chirurgie de 10 heures, quand on a retiré une tumeur maligne de la taille d'un melon. Le patient, ma vie, était vivant. Mais il avait besoin de soins intensifs. Isabelle rangea ses dossiers avec l'efficacité qui la caractérisait, mais je vis ses mains trembler légèrement. Même pour une avocate de son niveau, la brutalité émotionnelle de ce que nous venions de vivre avait été intense. Ravière, mon fidèle Ravière, essuya discrètement une larme avec le dos de sa main calleuse. Il avait vu mon père souffrir en silence pendant des années et, aujourd'hui, il sentait qu'il avait enfin tenu sa dernière promesse au patron. « Tu vas bien ?» me demanda Daniel. Sa présence était à la fois étrange et réconfortante dans cette maison vide. « Je suis vide », avouai-je en m'asseyant sur l'une des 4 chaises restantes. « Mais c'est un vide propre. C'est comme avoir faim après une longue maladie. »« Alors allons manger », dit-il en souriant avec ce sourire qui ressemblait tant à celui de mon père. « Je connais des tacos incroyables. Et j'imagine que ma nièce Valentina est déjà sortie de l'école. » Les mois qui suivirent furent un exercice de démolition contrôlée. Je tins parole. Je ne les envoyais pas en prison, mais je m'assurais que le monde qu'elles connaissaient cesse d'exister. Le manoir de Loma, ce mausolée de froideur et de secret, fut vendu à une famille d'expatriés allemands. J'adorais l'ironie. Des gens qui ne savaient rien de notre nom, qui rempliraient ces murs d'une autre langue et, je l'espérais, d'un amour que nous n'avions jamais connu. L'argent de la vente, ainsi que celui récolté lors de la vente aux enchères des meubles, des bijoux et des voitures de luxe que j'avais récupérés, ne fut pas versé sur mon compte. Je ne voulais pas de cet argent souillé. Je créai un fonds protégé pour l'éducation de Valentina. Je donnai aussi une part importante à la fondation de cardiologie de l'hôpital pour enfants, spécialement pour les enfants sans ressources souffrant de problèmes d'aorte. Chaque centime que ma mère avait aimé plus que ses propres enfants servait désormais à sauver de vrais cœurs, puisqu'elle n'avait pas su sauver les nôtres. Les nouvelles de la chute des femmes Fuentes me parvenaient par fragments, comme des échos lointains d'une guerre que je ne menais plus. La haute société mexicaine est cruelle, mais elle a une mémoire sélective.
Quand l'argent disparaît, les amis disparaissent encore plus vite que l'eau dans le désert. Regina fut la première à s'effondrer. Son mari, Mauricio, cet homme que j'avais toujours considéré comme un parasite inoffensif, se révéla plus pragmatique que je ne l'aurais cru. Une semaine après que j'eus coupé les finances et que la rumeur de la ruine des Fuentes se répandit, il demanda le divorce. Il invoqua des différences irréconciliables, mais tout le monde connaissait la vérité. Sans mon argent, Regina ne lui servait plus à rien. Sans maison, sans mari et sans métier, ma sœur aînée, celle qui se moquait des gens qui travaillaient, dut apprendre le sens du mot « boulot ». Un jour, quelques mois plus tard, je dus me rendre dans un centre commercial de Santa Fe pour acheter un cadeau. Je passais devant un grand magasin de luxe, de ceux où Regina dépensait autrefois des milliers de pesos en une seule après-midi. Et je la vis. Elle ne faisait pas de shopping. Elle portait un uniforme noir discret et un foulard de la marque autour du cou. Elle était à genoux, en train d'essayer une chaussure à une cliente. Cette cliente était, ironiquement, une ancienne amie à elle du club de golf. Je m'arrêtai derrière un pilier pour observer. La cliente, la reconnaissant, lâcha un petit rire cruel et lui demanda une autre pointure, juste pour le plaisir de la voir courir. Regina, ma sœur autrefois hautaine, avala sa salive, baissa la tête et répondit. « Oui, madame, tout de suite. » Ses yeux étaient éteints. Le feu de l'arrogance s'était éteint, noyé par la nécessité de payer le loyer d'un petit appartement dans un quartier qu'elle aurait autrefois méprisé. Je ne ressentis pas de pitié. Je ressentis de la justice. La vie lui apprenait la leçon que ma mère ne lui avait jamais apprise. La dignité ne vient pas d'un nom de famille. Elle vient de l'effort. Camila, de son côté, eut un destin encore plus pathétique. Sans sa beauté de jeunesse intacte et sans la carte Centurion, son mariage dura le temps d'un soupir. Son mari la laissa à Dubaï lorsque ses cartes furent refusées, et elle dut demander de l'aide au consulat pour rentrer. Elle tenta de devenir influenceuse, racontant son histoire de riche déchu. Mais Internet est impitoyable. Les gens se moquèrent d'elle. Elle finit par travailler comme hôtesse dans un restaurant à la mode de la Condesa. Son travail consistait à sourire aux gens qui entraient. Des gens qui avaient l'argent qu'elle désirait tant. La dernière fois que j'entendis parler d'elle, elle sortait avec un homme de 20 ans plus âgé. Selon les rumeurs, il ne la traitait pas très bien, mais il payait les factures. Elle avait échangé sa liberté contre la sécurité. Elle répétait le cycle de ma mère, mais en version bon marché. Ma mère. Son châtiment fut le plus dur de tous. La solitude absolue. Ses filles, Regina et Camila, la rendirent responsable de tout. Elles l'accusèrent d'avoir caché la maladie. Elles l'accusèrent de ma vengeance. Elles l'accusèrent de leur propre échec. Elles cessèrent de lui parler. Elle déménagea dans un petit appartement sombre, dans un vieux quartier. Personne ne lui rendait visite. Son téléphone, qui autrefois n'arrêtait pas de sonner avec des invitations à des cocktails, restait désormais muet pendant des semaines. Le médecin de la famille me confia que sa santé se détériorait rapidement. Le stress avait déclenché les problèmes cardiaques qu'elle avait tant cherché à cacher. « Vous voulez la voir, docteur ?» me demanda-t-il. Je crois qu'elle a peur. Je ne répondis pas. Et ma voix ne trembla pas. Elle avait choisi le silence pendant 40 ans. Maintenant, elle avait tout le silence qu'elle avait voulu. Je ne fus pas cruel. Je payais ses factures médicales directement à l'hôpital pour qu'elle ne manque de rien. Mais je ne la revis jamais. Je ne pouvais pas. Mon cœur était en train de guérir. La revoir aurait été comme rouvrir la plaie et y verser du sel. Pendant que l'ancien monde s'effondrait, j'en construisais un nouveau. La relation avec Daniel, mon frère, grandit d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. C'était comme retrouver un jumeau perdu. Nous avions le même humour acide. La même passion pour la science. La même soif de vérité. Il devint l'oncle que Valentina n'avait jamais eu. Mais le moment le plus terrifiant arriva 2 mois après le jour du jugement. Nous étions dans le cabinet de Daniel, à l'hôpital Angeles, où on lui avait prêté un bureau. Valentina était assise sur la table d'examen, balançant les jambes, inconsciente de la gravité du moment. Daniel tenait les résultats des tests génétiques dans ses mains. Mon cœur battait si fort que je sentais les pulsations dans ma gorge. Si Valentina avait le gène de Marfan? Si je lui avais transmis cette malédiction? Je ne savais pas si je pourrais le supporter. Daniel me regarda par-dessus ses lunettes.
Son visage était impénétrable. « Sofia » dit-il d'un ton sérieux qui me glaça le sang. Il prit la main de Valentina. « Ma grande, tu as de très longs doigts. Parfait pour jouer du piano. » Valentina sourit. Je demandai, au bord de l'évanouissement. « Et, c'est tout ?» Daniel sourit. Un large sourire lumineux. Négatif. Aucun gêne. Elle ne l'a pas. Sofia, la lignée maudite s'arrête avec toi. Je m'effondrai. Je pleurai. Je pleurai plus fort que le jour où mon mari mourut. Plus fort que le jour du mariage de ma sœur. Je pleurai de soulagement pur. D'une gratitude si immense que ma poitrine me faisait mal. J'embrassai Daniel. J'embrassai Valentina. Et je sentis enfin que l'ombre noire qui planait sur nous se dissipait. Moi, j'avais bien le gène, dans une forme légère, ce qui expliquait mes problèmes de vue et ma grande taille. Mais c'était contrôlable. Je pouvais vivre avec ça. L'important, c'était que ma fille était en sécurité. Cette nuit-là, je pris la décision finale. La ville de Mexico sentait les souvenirs pourris. Chaque coin de rue me rappelait une trahison. Chaque rue portait l'écho d'une enfance malheureuse. Je regardais Valentina dormir paisiblement, sachant que son oncle Daniel avait dit qu'elle allait bien. « On s'en va », murmurai-je dans l'obscurité. On recommence à zéro. Oaxaca avait une lumière différente. Une lumière dorée, épaisse, qui semblait tout guérir. Je choisis un terrain près de Mazinte, sur une falaise avec vue sur le Pacifique. Je ne voulais pas de voisins. Je ne voulais pas de clubs sociaux. Je ne voulais pas de société. Je voulais la mer, la terre et la vérité. J'ai vendu mon cabinet en ville à un groupe d'associés. J'ai gardé mes investissements, juste ce qu'il fallait pour vivre confortablement, sans luxe excessif, et je me suis consacré à concevoir notre nouvelle vie. La construction de la maison fut une thérapie. J'ai engagé un architecte local, Alejandro, un homme de 50 ans, à la peau marquée par le soleil et au calme qui contrastait avec ma nervosité de citadine. Alejandro ne savait pas qui j'étais, et mon nom de famille ne l'intéressait pas. Il me voyait comme une femme forte qui portait beaucoup de tristesse sur les épaules. La maison doit respirer, Sofia, me disait-il pendant que nous regardions les plans posés sur le capot de son vieux pick-up. Ne l'enferme pas derrière de hauts murs. Laisse entrer le vent. Si tu fermes tout par peur, l'air devient vicié. Ces paroles avaient un double sens qui me frappa de plein fouet. Il avait raison. J'avais vécu enfermé derrière des murs toute ma vie. Pendant les mois de travaux, Valentina s'épanouit. La petite fille timide et effrayée, qui faisait pipi au lit par peur de sa tante Regina, disparut. À sa place apparut une enfant de soleil et de sel. Elle apprit à surfer avec les enfants du village. Sa peau devint couleur caramel. Ses cheveux s'éclaircirent. Et son rire. Mon Dieu, son rire devint la musique de mes journées. Elle ne se souciait plus de savoir si ses vêtements étaient de marque ou s'ils étaient couverts de sable. Elle était libre. Et en la voyant libre, je me libérai moi aussi. Alejandro et moi tombâmes amoureux lentement. Ce ne fut pas une romance de film, passionnée et destructrice. Ce fut un amour qui se construisit brique par brique. Il m'apprit à reconnaître les types de bois. À écouter la mer pour savoir si une tempête arrivait. Moi, je lui racontais mon histoire petit à petit, en émiettant la douleur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire. Il ne me jugea pas. Il n'eut pas peur de mon passé ni de ma famille folle. Un soir, assis sur la terrasse de la maison encore inachevée, regardant les étoiles qu'on ne voit jamais en ville, il me prit la main. « Mais tu as des cicatrices, Sofia ?» dit-il en traçant une ligne imaginaire dans la paume de ma main. « Mais les cicatrices sont bonnes. Elles veulent dire que tu as survécu à quelque chose qui a essayé de te tuer. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Je pleurais. Mais cette fois, c'était des larmes douces. Je me permis d'être vulnérable. Je me permis d'être aimé, non pas pour ce que je pouvais donner ou payer, mais pour ce que j'étais. 2 ans plus tard, la maison était terminée. Elle était magnifique. Du bois, de l'adobe, de grandes baies vitrées ouvertes sur l'océan. Daniel vint nous rendre visite pour Noël. Il vint avec sa femme et ses enfants adoptifs. Voir ma famille choisie réunie fut la fermeture parfaite du cercle. Nous étions sur la terrasse. Alejandro faisait griller du poisson. Valentina et les enfants de Daniel couraient sur la plage avec les chiens.
Daniel et moi buvions une bière fraîche en regardant le coucher du soleil. « Tu as des nouvelles d'elle ?» demanda Daniel, en parlant des ombres du passé. « Regina travaille toujours dans le magasin, je crois. Maman est toujours seule. Je n'ai pas trop demandé. Mais tu fais bien. Le passé est un lieu de référence, pas un lieu où vivre. Nous avons entrechoqué nos bouteilles. Ah ça, petit frère. » À ce moment-là, Valentina monta en courant les escaliers en bois, haletante, les joues rouges et les yeux brillants. « Maman. Tonton Daniel. Alejandro. Venez voir. Il y a des baleines. Elles sautent juste devant. » Nous avons tous couru jusqu'à la rambarde. Et elles étaient là. 2 énormes baleines à bosse, une mère et son petit, surgissant hors de l'eau, lançant des jets de vapeur dans l'air doré du crépuscule. Elles étaient libres. Puissantes. Magnifiques. Je sentis le bras d'Alejandro entourer ma taille. Je sentis la main de mon frère sur mon épaule. Je vis ma fille sauter de joie. Pleine de vie. Pleine de bonheur. Sans la moindre trace de peur en elle. Je respirais profondément. L'air sentait le sel, la terre mouillée et le bois brûlé. Je me souvins de l'odeur du vomi et du parfum cher dans ses toilettes, le jour du mariage. Je me souvins du froid du marbre. Cela semblait appartenir à une autre vie. À une autre personne. Cette Sophia-là, celle qui payait pour être aimée, celle qui baissait la tête, était morte dans ce bloc opératoire métaphorique. La femme qui se tenait maintenant face au Pacifique était nouvelle. Elle avait des cicatrices. Oui. Peut-être un gène défectueux dans le sang. Mais elle avait quelque chose que tout l'argent des Fuentes n'aurait jamais pu acheter. Elle avait la paix. Et elle avait une vraie famille. Pas celle imposée par le sang, mais celle qu'elle avait choisie. Celle qu'elle avait construite avec vérité, courage et amour sincère. Je regardais l'horizon, là où le soleil se fondait dans la mer, et je souris. La chirurgie avait été un succès total. Le patient n'avait pas seulement survécu. Il était enfin, vraiment vivant. Merci, mes amis, de m'avoir accompagné dans ce voyage douloureux mais nécessaire. Mon histoire n'est malheureusement pas unique. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez maintenant sont peut-être piégés dans ce réseau de loyauté familiale qui est en réalité une cage d'abus. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de mon expérience, c'est celle-ci. Le sang n'est pas un contrat d'esclavage. On nous a appris, surtout à nous les femmes latines, que la famille est sacrée et qu'il faut tout supporter. Les humiliations. Les vols. Le mépris. Au nom de l'unité. Mais c'est un mensonge. L'amour ne fait pas mal. L'amour ne t'appelle pas une ordure. L'amour ne te met pas à genoux pour nettoyer ses erreurs. Apprendre à dire non a été la chirurgie la plus difficile de ma vie. Mais aussi celle qui m'a sauvé. Et une dernière chose essentielle. L'indépendance financière est votre meilleure armure. Si je n'avais pas eu mon propre argent, ma carrière, mes ressources, je n'aurais jamais pu sauver ma fille. Travaillez. Économisez. Construisez votre propre patrimoine. Ne laissez personne avoir le pouvoir de vous mettre à la rue. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà dû couper les liens avec un membre de votre famille toxique pour sauver votre paix intérieure? Pensez-vous que j'ai bien fait face à ma mère et à mes sœurs? Laissez-moi votre avis en commentaire. Et si cette histoire vous a donné de la force ou vous a ouvert les yeux, écrivez le mot liberté ou simplement good en commentaire. Je veux savoir que ma douleur a servi à renforcer quelqu'un d'autre. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous. Parfois, pour guérir, il faut avoir le courage de couper.